nous apporter quoi que ce soit. Nous sommes aujourd'hui, peut-être qu'on va dire que c'est une digression. Qu'est-ce qui explique que le chef de l'État, il n'était pas obligé de nous dire qu'il va faire un nouveau gouvernement? Il a dit qu'il fait un nouveau gouvernement. Nous sommes aujourd'hui, dans les prochains jours, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Ça n'a toujours pas été fait. Ça veut dire qu'il y a des batailles obscures et tout ça, là, comme vous avez vu au port autonome de Douala entre les gens. Et en réalité, la vérité, ce n'est pas l'intérêt général qui intéresse ces gens-là. Donc la Constitution, pour eux, c'est un marchepied, parce qu'il faut le dire en réalité, c'est un marchepied, parce qu'au quotidien, la Constitution est violée, et même les institutions qui sont mises sur pied concourent à la dégradation de la situation politique du Cameroun. Le Conseil constitutionnel qu'on a mis sur pied en 2018, lorsque vous le voyez valider le faux qui est fait par certaines de nos autorités administratives, vous posez des questions. À quoi bon donc de créer les institutions en question? Vous auriez pu toujours laisser la Cour suprême faire le travail qui était le sien. Vous n'avez pas besoin de créer les institutions, c'est-à-dire cosmétiques, parce que en réalité, c'est des institutions purement cosmétiques qui sont mises sur pied pour nous donner l'impression, pour nous donner les oripeaux de la démocratie. En réalité, nous sommes en pleine démocrature. Parce que c'est les oripeaux de la démocratie. C'est-à-dire on donne un habillage démocratique, alors qu'au fond, on sait que nous ne sommes pas dans un pays véritablement démocratique. Voilà. Edmond Kandia, tout à l'heure, l'honorable Marlise Doualabel indiquait qu'il peut y avoir comme une sorte d'appréhension qui pourrait justifier l'absence d'une implémentation totale, définitive, effective de cette constitution de 96. Et j'ai eu envie de lui poser la question, mais c'est à vous que je pose cette question. Alors, les gens, ils ont peur de quoi? Peur de rendre des comptes. Je précise que cette semaine, il y a eu une sortie de Michel-Ange Angouy sur la question et il pose justement cette question-là. De quoi est-ce que les gens ont peur? Est-ce qu'on doit avoir peur de rendre des comptes? Il indique que lorsqu'on pose des actes, on doit en assumer la responsabilité. Est-ce que ce n'est pas ça véritablement, au finish, le problème? La question de la reddition des comptes. Je pense que c'est la question de fond. La comptabilité et rendre compte. Un bon gestionnaire doit rendre compte. Cette peur-là, c'est la peur de rendre compte. Et c'est dommage. On ne peut pas être un leader, un manager et avoir peur de rendre compte. Cela signifie qu'en réalité, on n'est pas un bon manager. On n'aurait jamais dû s'engager dans la gestion des affaires publiques si on n'est pas prêt à rendre compte. C'est la première observation que je fais. Et en même temps, je suis d'accord avec le ministre Angouy qui, depuis un certain temps, fait des sorties très citoyennes et républicaines. Et il a raison, moi je pense, que beaucoup de membres du gouvernement actuellement ont peur de se voir, après leur sortie éventuelle du gouvernement, dans une situation où ils auraient des problèmes avec la justice. Ils ont peur de rendre compte s'ils sont interpellés par la justice. Ce n'est pas une simple appréhension, c'est une réalité qui va se confirmer bientôt, et je l'espère. Et quand je dis je l'espère, j'ouvre et je referme rapidement une parenthèse pour dire que nous attendons toujours que le rapport, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes, notamment sur le Covid, qui, dans un de ses points, disait qu'il y a au moins une douzaine de cas qui méritent des conséquences pénales pour des membres du gouvernement. Je souhaite que ces membres du gouvernement, dont les chefs dont les départements ministériels ont été cités nommément dans leur rapport, que cela puisse avoir des suites au niveau de la justice. C'est pas normal qu'aujourd'hui, nous soyons en 2026 et qu'on n'en parle plus. Les angoisser davantage. Mon rôle est de leur dire, parce que je suis journaliste, je suis dans un média, nous devons chaque fois interpeller le gouvernement, les membres du gouvernement, les gouvernants, sur leur nécessité de rassurer les citoyens, d'être ceux-là qui jouent un rôle important, qu'ils sachent qu'ils doivent toujours rendre compte. Je voudrais également... C'est ça que vous appelez, c'est ça que le président Djikan appelle le gouvernement de rupture? Je ne sais pas exactement. Ils ont dit qu'ils souhaitent un gouvernement d'action. Parce que là, vous dites qu'il y a des gens qui sont en difficulté avec la gouvernance, oui, et même qui pourraient être en difficulté avec la justice. Oui. Prenons le cas du rapport de la Chambre des comptes. Enfin, différents rapports. Différents rapports. Alors maintenant, vous avez le président Djikan qui dit qu'il faut un gouvernement de rupture, qu'il faut un gouvernement d'action et de la restauration de la confiance. Apparemment, vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que là, vous dites, s'il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont pris des libertés avec la fortune publique,
et qui doivent répondre de leurs actes devant le tribunal, ça veut dire qu'en principe, ceux-là, ils doivent être écartés du prochain gouvernement. Même le FMI l'a C'est recommandé. très clair. C'est très clair. Et même dans les dernières sorties du FMI, il s'agissait, dans leur rapport au gouvernement, au chef de l'État, c'était de dire qu'en réalité, ceux qui se sont retrouvés dans une situation où l'argent qui a été décaissé, qui a été prêté à l'État du Cameroun, n'a pas été, a été mal utilisé, que ceux qui ont mal utilisé cet argent rendent compte. Qu'ils rendent gorge. Mais dès que c'est parti, là, peut-être que le gouvernement ne va jamais sortir. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas sortir. Parce que Michel-Ange Angoui, justement, dit que ce serait l'une des raisons du blocage du nouveau gouvernement. Oui, il le dit. Et vraisemblablement, ça risque d'être le cas. Et c'est celui qui a annoncé qu'il va faire un gouvernement, qui doit le faire. Il doit absolument faire ce gouvernement-là. Ceux-là qui sont mis en marche, n'est-ce pas, de la bonne gestion, de la transparence, doivent rendre des comptes. C'est pour lui-même qu'ils disent ils doivent rendre gorge. Et ils le disent, par d'autres termes, que la situation, il y aura une sorte d'impunité zéro par rapport à ceux qui détournent les fonds de l'État, par rapport à ceux qui se livrent à la corruption. Mais curieusement, il est très silencieux par la suite. Il fait une annonce, puis il est silencieux. Et ce n'est pas de nature à rassurer ni les Camerounais, ni le peuple, ni le gouvernement sur la suite. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les thèmes que nous avons aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'en réalité, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance et de légitimité. Est-ce que ceux qui nous gouvernent sont encore rassurés par leur position, qui sont en phase avec le peuple? Les élections récentes ont créé, je le dis et le redis toujours, une crise de légitimité qui fait en sorte qu'en réalité, il y a d'un côté le gouvernement, de l'autre côté le peuple. Et même cette assiette fiscale qui est attendue et dont on voit les répercussions graves sur les citoyens. Voyez-vous, aujourd'hui, un exemple que je prends, le passeport, il passe de 110 000 à 155 000. Ça a été démenti. Et ça a été démenti. Ça a été démenti. Même déjà à 110 000, c'était déjà beaucoup. C'est le plus cher de la sous-région. Des passeports de la sous-région. Parce que la plupart des passeports en Afrique, c'est autour de 50 000. 20 000, 30 000. 20 000, 30 000, 50 000, au plus. Benjamin Gongan, sur cette question, vous qui êtes très intéressé par les questions de gouvernance, l'un des principes de la bonne gouvernance, c'est la reddition des comptes. Et de toute évidence, ça perturbe, ça fait peur et ça crée un ensemble de blocages selon le ministre Angoui. S'il y a bien une personne dont on pouvait espérer que ce soit aussi son leitmotiv, c'était bien le président Paul Biya. Avant d'être connu comme l'homme du renouveau, il est arrivé au début des années 80 comme celui de la rigueur et de la moralisation. Je crois que la rigueur a depuis pris le bateau ou l'avion pour le Canada. La moralisation, j'ose à peine évoquer ce qu'elle est devenue dans notre pays. Pardon ? Oui, la moralisation, j'ose à peine évoquer ce qu'elle est devenue quand on voit comment fonctionnent certaines de nos administrations. Non, il faut. Vous dites que la rigueur a pris l'avion ? Oui, pour le Canada, je pense qu'elle a dû prendre l'avion pour le Canada parce qu'on ne la voit pas. On ne la voit plus. On ne sait pas s'il y a encore quelque part un semblant de rigueur dans la gestion de nos affaires. Quand on voit comment les choses sont faites. Marlise Doualabel l'a dit. S'il y a eu consensus, c'est-à-dire le parti majoritaire a discuté avec les autres partis, on arrive à un texte qui peut être convenu à peu près à l'ensemble des Camerounais, et que ce texte, on bloque, c'est la mise en œuvre, parce que pour moi c'est un blocage. Je ne vois absolument pas qu'est-ce qui peut expliquer qu'en 30 ans, on n'a pas trouvé le moyen de faire apparaître la loi qui est dite par la Constitution, ou même le décret qui a été rajouté par les députés par la suite. C'est la reddition des comptes fait peur, parce que bien évidemment, ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent de mandats publics qu'on leur donne pour s'enrichir ou pour faire des choses qui ne sont pas dans le mandat qu'on leur a donné. Sinon, je ne vois pas quelle autre raison pourrait les empêcher. Elle disait que oui, les parlementaires ont posé des questions à l'exécutif, mais il y a deux missions qui sont données par la Constitution aux parlementaires. La première mission, c'est effectivement de fabriquer la loi, et la deuxième mission, c'est de contrôler la bonne exécution de cette loi. Et nos députés oublient souvent cette deuxième partie. Parce que, bien évidemment, ils sont de la même couleur que ceux qui sont dans l'exécutif et ils n'ont pas envie de froisser cet exécutif.
Il y a peut-être quelques voix, comme Père son âme feu, Laurentine Feugueux, qui peut-être pouvaient parler avec le ton simple et direct qu'on pouvait attendre d'un député quand il se retrouve. Parce qu'ils oublient souvent, quand ils entrent dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ils deviennent les représentants de la nation. Et ils sont dotés de l'un des 3 pouvoirs prévus dans la République. Le pouvoir législatif doit être tout aussi important que le pouvoir exécutif. Et même celui qui a été pensé pour le contrôler, avant que le pouvoir judiciaire ne vienne régler des différends quand ils apparaissent. Mais, comme par hasard, quand il faut rendre des comptes, on disparaît. Je rappelle que la Chambre des comptes fait un travail extraordinaire. Elle a tout récemment encore fait l'analyse, puisque c'est même la loi lui demande de le faire, du budget à la fin d'année. C'est-à-dire, quand on vote une loi pour le budgétaire, elle est votée la fin de l'année précédente, l'année qui va être considérée. Donc, pour le budget 2026, que nous sommes en train d'avoir commencé à exécuter, sa loi a été votée en décembre 2025. Et à la fin de 2026, ou avant la fin de 2026, on doit avoir une loi de résolution, c'est-à-dire qui nous dit comment ce budget... La loi de règlement. De règlement, autant pour moi, qui nous dit comment le budget 2025 a vraiment été exécuté. Oui. Et figurez-vous que, depuis quelques années, la Chambre des comptes indique dans ses rapports que le gouvernement finit avec un déficit budgétaire. En plusieurs milliards, hein. Il était autour de 10 milliards pour celui de 2023 et il est monté à plus de 350 milliards fin 2024. On ne sait pas combien ça va être pour 2025. Alors que quand ils ont fait le budget et que les députés ont voté, après les 2-3 jours qu'on leur a accordés, alors que la loi dit autre chose, on nous dira qu'on va avoir un budget équilibré. Ça devrait créer un réflexe, qu'on soit député de la majorité ou député de l'opposition, ça doit créer un réflexe de dire, à ce moment-ci, on n'est plus RDPC, on n'est plus PCRN, on est d'abord représentant de la nation et on demande à l'exécutif de s'exécuter et de rendre compte sur ce qu'il a reçu comme mandat. Ça veut dire que, en gros, ça ne sert à rien ce que vous avez donné comme pouvoir. Vous refusez le pouvoir que les Camerounais vous ont donné. D'aller vous asseoir au Palais des Verts pour dire à l'exécutif, voici ce que les Camerounais veulent que vous fassiez. Ce n'est pas le gouvernement qui dit ce que... Le gouvernement est là pour exécuter. Exécuter, c'est le pouvoir exécutif. C'est les législateurs qui fabriquent la loi, qui légifèrent et qui contrôlent ensuite l'application de cette loi. Il n'y a eu aucune commission. C'est-à-dire on a un système républicain dans lequel le pouvoir a tout ce qu'il faut comme levier pour pouvoir. C'est-à-dire même le président américain adorerait avoir la coloration de la politique qu'on a au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir législatif, il a le pouvoir judiciaire. Mais malgré tout ça, il n'arrive pas à faire ce que les Camerounais attendent. Vous faites une loi, l'année d'après, vous n'évaluez même pas pour dire ce qui s'est passé, et vous ne convoquez pas une commission parlementaire pour faire expliquer assez... La seule fois où on a vu effectivement quelques députés de l'opposition tenter de bloquer et empêcher que les ministres parlent parce qu'ils avaient amené une fois de plus encore, comme d'habitude, la loi des finances en retard. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais comme ils sont minoritaires, ça n'a pas pu marcher. Et il y a eu forcing du Premier ministre et de son gouvernement. On a pu faire cette loi-là. Donc, la reddition des comptes arrive c'est un peu l'objet de mes capsules Djangui News. Avec un ton peut-être humoristique, parce que les sujets sont tellement lourds qu'il faut parfois prendre un peu de ce ton-là pour que ça passe. On ne peut pas comprendre dans un pays. L'administration camerounaise, donc qui c'est qui représente les Camerounais, dit que nous avons exporté 22 kg d'or. Alors qu'un seul de nos clients, qui sont les Émirats Arabes Unis, déclare qu'ils en ont acheté pour 15 000 kg d'or, donc 15 tonnes. Même par question de fierté. Le même ministre a pris une décision pour demander qu'on laisse quelqu'un partir avec 25 kg d'or dans la même période. Le ministre par intérim, vous voulez dire? Oui, le ministre par intérim. Le ministre ministre intérim, depuis que celui qui est en poste officiellement est décédé, on a été incapable de nommer un autre ministre, et le ministre intérim qui... Donc, je vous dis que... Sur cette question-là, justement, Benjamin Ngongan, lorsque le GECAM, qui est, le patronat, le syndicat des patrons, insiste sur le fait qu'il faut un gouvernement, et un gouvernement de rupture, un gouvernement d'action, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un son de cloche, c'est un message qui peut être compris, qui peut être analysé, qui peut préoccuper le chef de l'État dans la constitution justement de ce gouvernement qui est attendu? Ce serait normalement ce qui devrait avoir comme réaction quand Benjamin Ngora s'exprime. Bon, on va se dire, il est dans un parti d'opposition, ils font là pour s'opposer. J'ose espérer que quand des acteurs économiques, et d'autant plus qui est le GECAM, le GECAM est quand même l'organisation patronale la plus importante si on s'en tient simplement au bilan des entreprises qui sont dedans. Et donc quand eux ils s'expriment, c'est quand même des signaux alarmants. Les mots sont choisis à bon escient, hein. Rupture, action
et restauration de la confiance. Parce que c'est les termes qui sont importants pour le monde de l'entreprise. La restauration de la confiance en premier. Ça veut dire que le président du GECAM, peut-être il n'a pas voulu le dire avec des termes plus tranchés, est en train de dire que il y a une rupture de confiance avec le Cameroun, avec ceux qui nous gouvernent. Et peut-être même au-delà avec certains de nos partenaires. Et vous pouvez faire l'exercice. Quand on aborde la question du Cameroun ou l'économie camerounaise avec certains investisseurs, on dit le Cameroun là c'est compliqué, hein? C'est compliqué le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a de si compliqué par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Sénégal? Pourquoi, quand on parle de l'investissement qui se dirige vers l'Afrique, c'est d'abord et surtout l'Afrique de l'Ouest et pas le Cameroun, qui est le bateau, l'entrée de l'Afrique centrale. Donc, ça veut dire que si même les acteurs économiques qui n'ont pas de parti pris, puisqu'ils travaillent régulièrement avec le gouvernement, en appellent à un gouvernement de rupture, ça veut dire qu'ils considèrent que ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui ne fonctionne pas, d'action pour sortir un peu ce gouvernement de sa léthargie. Un chef d'État qui parle le 6 novembre pour son investiture, qui reparle le 31 décembre pour la fin des vœux. On arrive bientôt là au 30. Donc, 3 mois après l'élection, peut-être 2 mois après sa prise de fonction, qu'est-ce qui se passe? C'est ça l'action? On risque de nous retenir, après 43 ans, peut-être même s'il va encore au bout de ce mandat, 49 ans ou 50 ans du président, l'image et la parole, mais pas l'action. L'image parce que son portrait est toujours un peu transporté, même par les parents, on remet les prix pour dire que le président est toujours là. Et la parole, parce que chaque année, il fait des discours. Et moi, j'ai envie de dire, et j'exhorte vraiment ceux qui sont en capacité d'agir en attendant qu'ils soient remplacés. Si on ne fait pas grand-chose, nous, peut-être ma génération qui a franchi un peu les 30 ans, on a quand même un peu encore envie de forcer ses grands frères, ses parents, de dire bougez, agissez. Ceux qui arrivent là, qui ont 20 ans, je peux vous assurer que ce sera plus frontal. Parce qu'eux ne vont pas attendre qu'on leur redise un discours 2 fois. Si vous n'avez pas fait ce que vous avez dit après la première fois, ils vont être en rupture avec vous, avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut absolument, et je sortirai par là, quand on pense ou quand on dit qu'on va faire un gouvernement de rupture, surtout après une élection comme celle que nous avons eue, et tout ce que ça a créé comme difficulté, et le GECAM l'a dit aussi, plus de 250 milliards de pertes pour les entreprises et pour le fisc camerounais, donc pour nos poches, on ne peut pas se laisser passer encore 3 mois, 4 mois en se laissant un gouvernement sortant qui ne finit pas de sortir. Le président Ouattara a été élu 1 mois après le président Paul Biya. Son gouvernement a démissionné et il a déjà renommé le nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'on attend au Cameroun? Maryse Doualabel, sur la question de ce gouvernement, est-ce que vous comprenez pourquoi jusqu'ici il ne sort pas? Le président prend son temps. Maître, même quand ton épouse accouche par césarienne, tu peux aimer l'enfant, non? Donc, je veux parler, c'est la sagesse. Je suis l'aîné de ce plateau. Incontestablement. Je peux vous dire que savoir attendre et apprécier, c'est aussi important. Tout n'est pas parfait, nous le savons tous. Mais on ne peut pas dire que, concernant la Constitution, le travail n'a pas été fait. Il a été fait au moins à 90%. Peut-être que, étant RDP6, j'exagère, soyons à 80%. Maintenant, concernant la question de... Est-ce que vous aussi vous attendez un gouvernement de rupture et d'action? Je voulais aussi vous partager quelque chose. J'ai été à la rencontre du MINE avec le GECAM. C'était jeudi, je crois. Oui, c'était jeudi. Et je peux vous dire que le président du GECAM, après avoir planté le décor, on s'est demandé, mais comment est-ce que le ministre va répondre En lui faisant observer justement que plus on construit les infrastructures et les barrages, moins on a d'électricité. Et quand le ministre a déroulé, il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il y a la planification, il y a maintenant la mise en œuvre. Et souvent dans la mise en œuvre, le jeu des acteurs peut intervenir. Les éléments exogènes au projet peuvent gêner l'avancée d'un projet, etc., etc. Donc ceux qui pilotent ont aussi des explications qui, quand elles ont mis ces explications sur la table, on peut se poser un peu et dire, ok, on vous accorde du crédit, essayez donc de corriger. On attend le gouvernement, tout le monde attend le gouvernement. Je pense que, puisque vous avez pris cet exemple-là, vraiment, rapidement une parenthèse, ça préoccupe les Camerounais. Oui.
Qu'est-ce qui vous a dit dans l'explication sur les délestages qui vous a amené à applaudir? Bon, l'essentiel de ce qu'il a dit, bon, d'abord sur le chiffre, hein, le GECAM a annoncé que en Côte d'Ivoire, le kilowattheure est vendu aux opérateurs économiques à 25 francs. C'était pas vrai, c'est 140 francs. Et le Cameroun est à peu près au même niveau. Donc il y a des informations qui sont distillées comme ça ou bien moussées. Non, pour nous au quartier, nous au quartier, l'essentiel. Oui, c'est ça. Vous allez dire. Est-ce que le ministre a dit qu'il y aura la lumière? Comme disent les Américains, on ne vous paye pas pour nous dire pourquoi ça n'a pas marché. On vous paye pour que nous ayons le produit. Ok, effectivement, ce que le citoyen lambda attend, c'est la lumière. Bon, alors, ce qu'il nous a expliqué, c'est que nous sommes tributaires d'un certain nombre d'aléas, et notamment l'étiage. Apparemment, les barrages de retenue ne captent pas suffisamment d'eau pour alimenter les barrages de production. Alors, on lui a posé l'action, mais il pleut tous les jours. Le président Tawamba lui a même dit qu'avant-hier, il a plu. Est-ce que vous voulez dire que cette eau-là n'est pas arrivée et tout? Et il a expliqué, il y a aussi d'autres experts de leur secteur qui ont donné des explications. Quand l'eau arrive au barrage de retenue, il faut un certain temps pour qu'il arrive au barrage. Ce n'est pas parce qu'il a plu hier qu'aujourd'hui, les turbines vont tourner. Donc, je voulais dire que pour le gouvernement, nous attendons tous. Et nous attendons parce que, effectivement, après les résultats de la présidentielle, j'allais dire l'interpellation du peuple, parce que c'est comme ça que moi je l'ai aussi vécu, le président de la République l'a aussi vécu comme ça, il y a des choses à corriger, qu'il faut corriger rapidement, si vraiment le septennat doit être celui de la grandeur et de l'espérance. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement... Moi, je crois qu'il doit être en... J'ai été DRH. Hein. Et l'un des moments les plus difficiles dans une entreprise, c'est que quand les résultats ont été comme ça, quand il faut élaborer un organigramme, ça devient très, très difficile. Très difficile. Il faut tenir compte des performances. Il faut tenir compte des performances. C'est important. Une entreprise sans des personnes capables de performer, c'est pas possible. Est-ce que vous, au RDPC, vous prenez en compte la performance? Oui, nous prenons encore en compte la performance. J'ai un contre-exemple. Oui, vas-y. Le président élu du Conseil régional du Sud. Oui. Il n'est pas élu. Il est élu. Par qui? Par les conseils régionaux. De quoi? Et le RDPC l'a convoqué au conseil de discipline. Bon, du RDPC. Vous convoquez les élus au conseil de discipline. Ça, c'est des petits problèmes internes. Chacun règle sa part. Mais pour globalement, quand vous regardez les CV des gens qui sont en mission dans l'exécutif, tous, c'est des gars qui sont compétents. Moi, je veux dire, sur le plan académique, sur le plan du parcours, c'est des personnes qui ont quelque chose à donner. Maintenant, vous allez me demander, si la compétence est donc là, qu'est-ce qui ne marche pas pour que le résultat soit au rendez-vous? Ça, c'est la question qu'on peut poser. Absolument. Et c'est là où je dis, le jeu des acteurs, c'est très important. Et puis, également, je vais dire, c'est difficile pour moi de trouver le bon terme. L'évaluation. J'ai le mot pour vous. L'évaluation et la sanction. Ça aussi, ça doit accompagner le management d'une organisation et encore plus d'un pays. Alors, je voulais ajouter qu'au-delà de ce que vous avez indiqué, Maître Ngwana, il y a peut-être aussi le génie. Le génie. Et il me semble que de ce point de vue, il y a certains membres du gouvernement qui manquent, on ne va pas dire qui n'ont pas la lumière à tous les étages, mais tout au moins qui n'ont pas le flair. Quand vous voyez un ministre comme le ministre de l'administration territoriale dans la lutte contre l'insalubrité, initier la distribution de 700 brouettes, 700 pelles, 700 râteaux, 700 balais, il y a certainement des gens au Cali qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les autres membres du gouvernement qui sont en charge directement de cette affaire-là n'aient pas eu cette lumineuse idée? Donc je parlais de la question du génie.
Mais Tongana. Monsieur Duval, moi je pense que c'est vous qui trouvez que c'était un génie que de distribuer les brouettes aux gens pour pouvoir faire le nettoyage. En tout cas, que le ministre du ciel et la terre, c'est-à-dire qu'ils viennent dans un domaine qui n'est pas, de mon point de vue, en réalité le sien, faire du folklore. Parce que moi je crois que moi j'appelle ça du folklore. Parce que c'est le même ministre qui a pris un communiqué pour dire qu'on ne doit plus verser les poubelles sur les axes principaux, mais qu'on a versé dans les quartiers. Donc en fait, l'insalubrité est bien à côté de nos maisons et non sur les axes principaux et non sur les axes principaux. Moi, je pense que tout ça, ce sont des pansements sur les jambes de bois. Comme les gens disent, des cautères sur les jambes de bois. C'est des pansements sur les jambes de bois. Ça, ce sont des mesurettes. Ça ne peut, vous convenez avec moi, si vous avez tous les brouettes du monde, et il faudrait bien qu'il y ait un endroit où vous allez pouvoir décharger tous ces ordures-là. Le problème ne sera à aucun moment résolu. À moins que vous vouliez que nous ayons des poubelles devant chacune de nos maisons. À ce moment, on va dire que bon, sur les artères principales, on n'aura plus d'immondices, que nous allons vivre désormais avec les immondices dans nos maisons. Parce que je crois que pour moi, ce n'est pas des solutions. C'est quand je dis que ceux qui nous gouvernent manquent de vision stratégique, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de vision stratégique au Cameroun. On est dans une situation où il y a l'insalubrité dans nos villes et on décrit cela depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Il y a même eu, je crois... Les États généraux. Des États généraux. En dehors des États généraux, il y a eu même des conseils de cabinet où la question a été adressée et où il y a un certain nombre de mesures qui ont été initiées. On n'a pas le sentiment que le problème a été réglé. Le problème est-ce que cela ne traduit pas la complexité, justement? Le problème ne peut pas être réglé exclusivement parce qu'il n'y a pas de vision stratégique. Comment est-ce que les autres font dans les autres pays pour régler le problème des ordures? Comment est-ce qu'on fait ailleurs? Et les gens aujourd'hui se plaignent de la démographie galopante et autres. Mais gouverner, c'est prévoir. Moi, j'ai dit souvent aux gens que moi, j'ai un livre qui a été rédigé par le ministère du Plan. C'était écrit Perspective du Cameroun, Perspective du développement du Cameroun en l'an 2000. C'est lui qui est écrit en 1978. Donc, on prévoyait comment est-ce que le Cameroun évoluait avec la population, nos besoins en électricité et tout le reste. C'est le gouvernement du Cameroun qui l'a fait. Ce n'est pas un document qui a été fait par un privé au quartier. Donc, c'est des situations qui étaient bel et bien prévues. Et il suffisait juste qu'on implémente les différentes solutions qui étaient prévues pour qu'on avance. Et lorsqu'on se plaint des ordures, en réalité, l'un des principaux problèmes des ordures ménagères au Cameroun, c'est que le prestataire qui en a la charge ne voit pas ses factures réglées. Lorsque vous payez Isaac Am en une nuit, Isaac Am ramasse tous les ordures qu'il y a là. Il faut qu'on dise régler, payer Isaac Am Ruby sur l'ongle, je pense que ce sera déjà un commencement de solution. Il y a des pays comme la Corée et autres qui cherchent même les ordures pour pouvoir les retraiter. Aujourd'hui, les ordures sont une matière première pour la production de l'énergie. C'est à ce niveau-là où je veux dire que oui, on manque de vision parce que les ordures en question aujourd'hui pourraient servir de production d'électricité, d'énergie et autres. Vous savez qu'il y a des moyens qui sont matériels et technologiques qui sont mis aujourd'hui en œuvre pour que ce soit, pour qu'on puisse aboutir à la transformation de ces immondices-là en énergie que nous allons pouvoir utiliser. C'est à ce niveau-là que j'attends les gens, j'attends la vision stratégique des gens. Ce n'est pas la distribution des brouettes. Pour moi, c'est juste une opération de communication. Parce que j'ai le sentiment que lorsque le MINAD reste et qu'on ne parle pas de lui pendant une certaine période, il faut qu'il fasse le buzz. Sinon, vous allez donner les brouettes, 700 brouettes. Après, lorsqu'on aura collecté toutes les ordures en question, où est-ce qu'on va mettre les ordures? Si Isaac Am n'est pas payé, Isaac Am a le personnel, Isaac Am a les charges, Isaac Am a des crédits à l'international. Il y a les institutions financières internationales qui prêtent l'argent à Isaac Am. Isaac Am est une entreprise bancable, mais elle ne peut pas continuer à se faire harakiri. Payer déjà le prestataire de manière répétitive. Nos mairies essayent, mais elles ne parviennent pas. Je vais vous dire une chose. Isaac Am n'est pas installé seulement au Cameroun. Mais le pays le moins rentable pour notre compatriote, c'est le Cameroun. Là où ça dit le tonnage est le moins cher. C'est au Cameroun que le tonnage d'Isaac Am est le moins cher. Et en plus, ailleurs, on aménage les routes qui vont vers les décharges. Le matériel roulant de la société Isaac Am se détériore de manière exponentielle au Cameroun parce qu'il n'y a déjà pas de route. Puis dans nos quartiers, les routes sont défectueuses. Isaac Am ne peut pas faire son travail de manière optimale. Il faut que chacun des acteurs fasse le travail qui est le sien. Tout à l'heure, vous avez parlé de transparence ici, là. Au Cameroun, en 2018, on a pris une loi sur la transparence qui donne l'obligation à ceux qui nous gouvernent de nous informer de chaque acte qu'ils posent, chaque contrat qu'ils signent. Nous devons être au courant. Mais les gens ne le font pas. Je dis qu'il y a une absence de vision stratégique.
les textes qui sont pris au Cameroun sont purement cosmétiques. Donc quand on demande si on accouche mon enfant par césarienne, je ne vais pas l'aimer. Je vais aimer, en fait, Il n'y a pas de débat. on ne peut pas, il n'y a pas de débat. Mais vous ne pouvez pas imposer à une femme qui peut avoir une gestation normale d'aller faire une césarienne. Parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises en amont et doivent être prises suffisamment à temps. Je vous ai pris le cas du président Trump. J'ai dit en 65 jours, il a pris 104 décrets. C'est ça qui lui a donné le vertige. D'accord. Ça lui a donné le vertige, mais au moins, même si les gens disent que c'est un pays qui a plein de dégringolades, au moins pour l'heure, ça reste la première économie, ça reste le premier pays du monde, la puissance militaire. Si aujourd'hui on dit que c'est la Chine, si la Chine est peut-être l'économie, mais c'est ça on attend de nos gouvernants, qui prennent les décisions stratégiques qui permettent à notre pays de pouvoir avancer. Donc pour moi, distribuer 700 brouettes, c'est absolument une opération de communication. Quand on reste là, on n'a pas parlé de vous pendant un certain temps. Il faut absolument que vous trouviez le moyen de faire parler de vous, c'est tout. Edmond Kamgue, est-ce qu'au finish, le problème se pose pas au niveau du diagnostic même de la situation? Est-ce qu'on a compris exactement où est le problème? Parce que tant qu'on n'a pas le bon diagnostic, toutes les mesures qu'on prend pour régler la question de l'insalubrité, on ne pourra pas obtenir les résultats escomptés. Ça m'étonne qu'on parle encore du diagnostic à l'heure actuelle. Il me semble qu'il y a eu les états généraux sur les ordures ménagères. Il me semble que les conseils de cabinet ont déjà planché sur la question et que des mesures ont été prises. Mais est-ce que ces mesures ont été appliquées? Est-ce que des mesures... Parce que fondamentalement, j'ai le sentiment que... On va revenir encore sur la Constitution, sur la décentralisation. Parce qu'il y a des institutions qui sont appelées à jouer leur rôle dans cette décentralisation. Et même par rapport à la salubrité, par rapport aux ordures ménagères. L'État était censé faire en sorte que les collectivités territoriales décentralisées soient des pôles de développement, c'est-à-dire les régions et les communes. Et pour cela, ces deux organisations devraient être dotées de moyens financiers. Et le minimum requis, c'était 15% du budget. Mais ils ont à peine 5% du budget national. Et c'est là où les